Alors, chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en présence des représentants de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que du groupe Propulsion Québec. Madame, Monsieur, bienvenue à vous deux. Vous savez que vous disposez de 10 minutes pour faire votre présentation. Mais pour les fins de nos travaux, aurez-vous d'abord l'amabilité de vous présenter? Alors, je suis Michel Leblanc, le président et chef de direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour. Sarah Houd, présidente directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec. Merci d'être là. Nous vous écoutons. Alors, d'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Vous avez un 2 pour 1 aujourd'hui. Je vais référer un peu à notre collaboration, mais d'abord, je tiens à souligner à quel point, je pense qu'au nom du milieu des affaires, je dois dire qu'on est très heureux que le Parlement regarde ce projet de loi. On est très heureux du projet de loi et c'est un exercice qu'on espérait voir depuis longtemps. Et donc, on est confiant que vous serez le mener à terme pour qu'on arrive enfin à avoir un outil qui va nous permettre d'atteindre un objectif qu'on devrait avoir tous, qui est d'utiliser les marchés publics, le gouvernement comme pilier de développement économique au Québec. Beaucoup de sociétés à travers le monde ont déjà fait ça. On sait que les accords de libre-échange permettent de le faire quand c'est bien fait. Et c'était une question de temps pour qu'on s'organise ici pour le faire nous-mêmes. Ce que vous avez devant vous aujourd'hui, c'est, je pense qu'on est un peu connu quand même, mais c'est un représentant du milieu des affaires de la région de Montréal et une représentante d'un secteur de force pour tout le Québec, mais aussi pour la région de Montréal. Et à travers le temps, ce qu'on a fait, c'est de se poser la question comment on pourrait utiliser ce secteur qui se développe pour illustrer l'importance des marchés publics. Et donc, en 2019, on a fait une première étude sur les façons de renforcer le secteur. Et en 2020, on a fait une étude qui faisait suite parce que dans la première, on disait que les marchés publics sont un levier qu'on devrait utiliser. Et on devrait se doter de critères qui, tout en étant des critères nobles, des critères acceptables aux ententes de libre-échange, vont permettre de renforcer la base économique. Et l'étude de 2020, qui s'intitulait « Faire des marchés publics un outil stratégique de développement économique et de renforcement de l'innovation au Québec », portait directement sur l'objet du projet de loi. On identifiait dans cette étude 3 conditions essentielles. La première, une volonté politique claire et un alignement des politiques publiques et des processus opérationnels. Et ça fait référence, dans le fond, aux déclarations de stratégie du gouvernement. Et on est très heureux que cette première condition ait été tout de suite remplie. On va se doter d'un cadre stratégique. Ensuite, le deuxième élément, c'était il faut modifier l'encadrement juridique. Et c'est pour ça que le projet de loi est essentiel. La volonté politique ne suffira pas. Et le troisième, qui est aussi important, et ce sera par les règlements peut-être, mais ce sera surtout par les pratiques, c'est de transformer la culture organisationnelle au gouvernement pour aller dans la direction où on veut aller, c'est-à-dire d'utiliser les processus des marchés publics eux-mêmes comme étant un levier de développement économique. Je vais être très, très rapide. Je vais laisser le maximum de temps à Sarah, mais c'est clair qu'à travers ses approvisionnements, le gouvernement a la possibilité de changer bien des choses pour beaucoup d'entreprises. Et le premier élément, c'est de sortir de ce qu'on a toujours reconnu historiquement comme étant une bonne pratique, et récemment, on sait que ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique, qui est la question de l'appel aux plus bas soumissionnaires. Notre étude dit qu'on doit carrément migrer vers ce qu'on va appeler les offres les plus économiquement avantageuses. Par économiquement avantageux, évidemment, ça tombe sur le sens de considérer tous les coûts du cycle de vie d'un équipement. Ça veut dire de considérer tous les effets qu'il peut y avoir, ce qu'on va appeler parfois les externalités négatives, donc des coûts qui sont reproduits ou qui sont produits sur le reste de la société. Et le meilleur exemple, c'est évidemment si on y va aussi vers l'impact sur l'environnement, c'est un exemple typique où si on intègre les coûts de transport et l'impact carbone d'un bien qu'on achète, possiblement que de l'acheter localement va devenir rapidement plus rentable, peut-être au niveau des coûts, mais sûrement au niveau des coûts sociaux complets. Donc, à partir du moment où on se dote d'une stratégie qui nous permet de sortir du plus bas soumissionnaire, la question que je pose, c'est est-ce qu'on aurait pu aller dans le projet de loi plus loin? Et non pas de dire que la règle, c'est le plus bas soumissionnaire. On est très ouvert à ce que les gens adoptent d'autres processus et on va les former pour qu'ils le fassent régulièrement. On aurait pu aller plus loin en disant la règle, c'est de ne pas
faire le plus bas soumissionnaire, mais lorsque c'est pertinent de le demander, de renverser la demande d'exception, que le plus bas soumissionnaire devienne l'exception parce qu'on achète des feuilles lignées, parce qu'on achète des matériaux qui ne me demandent pas d'avoir des critères d'innovation ou d'avoir des critères d'impact environnementaux. Deuxième point, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas systématiquement un critère d'innovation qui serait intégré à tout appel d'offres, sauf exception? Donc, encore une fois, de renverser le fardeau qui est, on demande de l'innovation, sauf lorsque, dans les processus, on démontre que ce n'est pas pertinent. Et le dernier point, par rapport à la stratégie, je l'ai évoqué, il a été question d'un pourcentage d'appels d'offres qu'on voudrait voir octroyés en région versus Montréal et Québec. On questionne ce qu'il y a derrière ce chiffre de 60 %. Notre préoccupation, c'est simplement qu'une entreprise de Montréal ou de Québec qui arriverait à 41 % se verrait dire « ben non, c'est sûr, on a atteint notre limite de 40 % puis tu n'es plus admissible ». On questionne concrètement ce que ça voudrait dire. Je terminerai en disant tout simplement que on devrait se donner comme objectif de réviser d'ici 5 ans l'impact réel. Donc, autrement dit, il y a des décisions qu'on prend là. C'est dans quelques années qu'on pourra voir si ça fonctionne et si la culture organisationnelle s'est transformée. Sarah. Merci, Michel. Donc, peut-être rapidement, vous parlez de Propulsion Québec. On est, depuis 2017, la grappe des transports électriques intelligents. Nous regroupons 250 membres qui sont de la start-up à la grande entreprise, mais qui sont aussi des centres de recherche, des universités ou des opérateurs de mobilité du Québec. Nos 250 membres manufacturent ou assemblent des véhicules électriques, de la trottinette au train et tout ce que vous pouvez imaginer entre les deux, sauf des voitures, bien sûr. Assemblent des infrastructures de recharge, manufacturent des pièces, des composantes pour ces véhicules ou infrastructures, mais aussi pour des véhicules intelligents ou des infrastructures intelligentes, et ont développé et offrent des nouveaux services de mobilité, là, des nouveaux modèles d'affaires en mobilité comme l'autopartage, le vélo-partage. Donc, on est très axé sur le futur de la mobilité. Et nous avons réalisé effectivement avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avant la pandémie, cette étude sur l'approvisionnement public. Déjà, à cette époque, nous pensions que l'approvisionnement public, les marchés publics pouvaient être utilisés comme un levier stratégique pour le développement économique, mais aussi pour l'atteinte de nos objectifs environnementaux. Et nous avons utilisé notre industrie, le secteur des transports électriques, comme étude de cas, notamment parce qu'on pense que c'est un secteur extrêmement stratégique pour l'avenir de l'économie du Québec. Un jour, nous aurons absolument besoin de nous déplacer en véhicules électriques, et si on les assemble ici et qu'on s'organise pour ne pas avoir à les importer dans les prochaines années, bien, on pense que ce sera une stratégie gagnante pour le Québec. Donc, nous avons réalisé cette étude, effectivement, et nous aussi, nous sommes très heureux du projet de loi 12. Nous pensons que c'est un pas important pour les entreprises de notre écosystème, que cela aura un impact majeur sur notre secteur. On tient à souligner la volonté du gouvernement de favoriser l'innovation et l'approvisionnement local, qui sont deux éléments clés qui permettront là, d'atteindre nos objectifs. Nous pensons cependant qu'il est nécessaire de poser des gestes concrets pour renforcer la place de l'innovation et du développement durable, tout en assurant l'exemplarité de l'État dans la formulation du projet de loi, et donc qui nous permettront vraiment de passer à l'action pour mettre en place des critères de développement durable obligatoires qui permettront de répondre aux objectifs du plan pour une économie verte. Donc, je vais revenir plus précisément sur nos recommandations que vous avez pu lire dans notre mémoire. Liées d'abord à l'innovation, nous proposons de préciser dans quelles circonstances et selon quels critères la présidente du Conseil du Trésor exigera qu'un organisme public procède à un appel d'offres sur invitation pour acquérir un prototype ou qui comporte un dialogue compétitif. Dans le but que cette pratique devienne une pratique courante et non une pratique exceptionnelle. Nous pensons qu'un pouvoir discrétionnaire, évidemment, ce n'est pas une obligation, ça constitue encore une application volontaire. C'est un gain, c'est un pas vers l'avant, mais nous sommes inquiets que la pratique demeure marginale et nous vous demandons de préciser les circonstances dans le but d'augmenter le recours à ces pratiques et éviter que ça demeure une pratique marginale. Nous proposons également d'ajouter la mention « innovation » à l'article 2 de la loi sur les contrats des organismes publics parmi la liste des objectifs. Nous pensons que d'ajouter ce mot-là dans les objectifs de la LCOP permettra de bien positionner l'innovation comme un objectif réel.
Nous voulions vous donner à cet égard l'exemple d'un de nos membres, Ambulance de Mers, qui a développé une ambulance électrique qui est vraiment un produit innovant qui a de belles perspectives d'être exporté à l'étranger. C'est quand même un défi de construire une ambulance électrique qui est sécuritaire, sur laquelle on peut se fier, qui est évidemment un haut besoin de fiabilité puisque c'est une ambulance, mais ça permet quand même de réduire l'empreinte carbone et de positionner le Québec comme un leader en innovation dans notre secteur. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que les organismes publics, les hôpitaux du secteur de la santé vont pouvoir profiter de ces ambulances-là? Nous pensons qu'il faudrait que si ça demeure optionnel, nous sommes inquiets que peut-être les gestionnaires vont encore aller vers la pratique la plus courante et ne vont pas nécessairement exiger des critères environnementaux dans leur appel d'offres. Conclusion? Oui, en conclusion, nous recommandons également d'instaurer un mécanisme de suivi plus global. Oui, le projet de loi prévoit un mécanisme de suivi pour les marchés décrétés par la présidente du Conseil du Trésor, mais nous recommandons un mécanisme de suivi de façon plus globale pour le système d'approvisionnement, un peu à l'image des recommandations du G15+. Nous recommandons également que le développement durable soit pris à travers les différentes voies de passage du projet de loi. Encore une fois, là, nous pensons que la notion de cycle de vie et de chaîne d'approvisionnement devrait devenir une obligation. Actuellement, ce n'est pas explicite. Nous proposons également d'ajouter un principe de non-régression qui permettrait de ne pas reculer une fois qu'on a réalisé des avancées. Et évidemment, comme l'a précisé Michel, nous proposons d'ajouter un mode d'adjudication fondé sur la règle de l'offre la plus économiquement avantageuse plutôt que la loi du plus bas soumissionnaire. Et un dernier point très important. Oui, vraiment en conclusion. Un dernier point. Oui. C'est que en fait, on aimerait voir un bâton et une carotte. Qu'est-ce qui fait que les gens vont être incités finalement à aller vers d'autres façons de fonctionner que le plus bas coût soumissionnaire? Comment on peut les inciter à aller de cette façon-là? Oui, absolument. Si ça ne vous dérange pas. Il y a tant de choses à dire. Vous avez